Le 19h, c'est désormais le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Nous émettons en direct depuis la Fondation Espace Afrique de Golo Digbe. Madame, Monsieur, bonsoir et voici le sommaire de cette édition. 1er novembre, célébration de la solennité de la Toussaint par la communauté catholique. Elle a été marquée par des messes d'action de grâce et de prière. Les détails dans un instant. Descente du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au Centre de perfectionnement du personnel des entreprises et au Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Vous suivrez le compte-rendu dans cette édition. Plus de 120 dirigeants ont participé à la grande conférence sur le climat à Glasgow. Si Glasgow échoue, tout échoue, a prévenu Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, la communauté catholique a célébré ce 1er novembre la solennité de la Toussaint. À l'instar de toutes les paroisses, les fidèles de la paroisse Sainte-Rita de Gbetagbo ont commémoré la Toussaint à travers une célébration eucharistique. Samson Oké pour le compte-rendu. Instituée par l'Église catholique, la fête de la Toussaint célèbre tous les saints connus et inconnus. Ici, sur la paroisse Sainte-Rita de Gbetagbo, c'est avec louange, prière, adoration et partage de la parole de Dieu au cœur de l'Eucharistie que les fidèles ont marqué cet événement. Pour le prêtre célébrant, la Toussaint exprime une espérance. La fête de Toussaint est pour chacun de nous une fête qui marque une espérance vraiment importante pour l'Église catholique, étant donné que sur cette terre, nous sommes en marche et tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, c'est en vue de quoi? En vue du salut, c'est-à-dire cet état de vie auprès de Dieu. Et s'il n'y avait pas cette joie, s'il n'y avait pas cette attente, cette espérance, la vie ici-bas ne servirait à rien. Cette espérance, celle de contempler un jour la face de Dieu après la vie terrestre, reste l'unique foi des fidèles. Notre Dieu, il est saint et il veut que tous ses enfants deviennent saints. Donc c'est pourquoi je suis dans la joie, parce que par la grâce de Dieu, un jour, moi j'aspire à être saint pour pouvoir entrer dans la cour céleste pour vénérer le Très-Haut. Pas me prendre un exemple. C'est le Seigneur ou bien c'est les autres à travers ce que je fais au niveau de l'Église ou bien au niveau de toute la communauté qu'un jour les gens vont savoir que par le travail que je suis en train d'accomplir, je peux être porté saint un jour. Pour y arriver, il faut d'abord vivre au milieu de ses frères et sœurs selon la parole de Dieu. Il ne sert à rien de vivre sur cette terre, faire tout ceci et manquer ce ciel-là. Donc c'est appeler les fidèles à redoubler d'efforts, à vivre selon l'évangile, comme notre archevêque a dit, la conversion à l'évangile. Donc vivre l'évangile aujourd'hui comme cela se doit, quitte à espérer demain vivre avec ces saints qui sont au ciel. Quand on parle des saints, ce n'est pas ceux qui sont sur le calendrier. J'ai dit ça aux enfants tout à l'heure, ce n'est pas ceux qui sont sur le calendrier. Mais c'est ces gens-là, l'ensemble de ces gens qui ont fait le bien sur terre et qui se retrouvent aujourd'hui auprès de Dieu. Et du coup, il y a ceux qui sont sur le calendrier, mais il y a des gens aussi de nos familles. Parce que dans chacune des familles, il y a des gens qui ont fait le bien. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants ou bien pour les membres de leur famille. Donc c'est tous ces gens-là que nous fêtons. La solennité de la Toussaint se célèbre tous les 1er novembre de chaque année sous l'initiative du pape Grégoire IV depuis 835. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, Sylvia Khetlef. Et c'était ce vendredi. La diplomate en fonction depuis le 10 décembre 2020 a échangé une trentaine de minutes durant avec Joseph Djogwenou. Au terme des discussions, les deux personnalités n'ont fait aucune déclaration à la presse.
Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, a effectué une descente au centre de perfectionnement du personnel des entreprises et du Fonds de développement professionnel continu et de l'apprentissage à Cotonou. Et c'était ce vendredi une visite de travail qui se veut être une prise de contact avec le personnel des deux centres de formation. Les détails avec Carole Olaï. S'enquérir des conditions de travail des employés du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises et celui du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. C'est ce qui justifie cette sortie du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Tchabi Kwaro. Nous avons constaté un cadre bien propre. Nous avons constaté un personnel au travail. Nous sommes descendus pour voir notre personnel sur le chantier et juste pour booster le personnel. Et il a dit que nous sommes avec eux. Nous sommes également descendus pour nous assurer que ces structures travaillent en synergie avec tous les dispositifs institutionnels mis en place pour accompagner justement la stratégie nationale de l'ETFP et le PAG. Occasion pour les responsables des différents centres de formation de formuler des doléances pour des résultats plus probants. Satisfait à la fin de sa visite, le ministre Yves Tchabi Kwaro promet mener dans un futur proche des actions en vue de renouveler les matériels de travail obsolètes. Nous ne voulons pas que cette structure sombre. Il y a beaucoup d'investissements à ce niveau. Il y a encore des choses que nous pouvons sauver. Et nous voulons nous mettre ensemble avec donc, les responsables de cette structure pour que réellement le CPPE puisse remplir réellement sa vocation de perfectionnement des personnels du privé et également du public. Un geste qui contribuera à coup sûr à une meilleure performance des acteurs des 10 centres de formation. La deuxième édition du mois du consommant local a été clôturée officiellement. C'était à travers une cérémonie aux couleurs de la culture béninoise que ce mois de valorisation des produits made in Bénin a connu son épilogue à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin ce vendredi. Compte rendu, Dorcas Amangan. Pendant 29 jours, les produits made in Bénin ont été promus sur toute l'étendue du territoire national. Le mois du consommant local, cette initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce, recommandée par l'UEMOA, vise à faire d'une réalité la promotion des produits locaux. Créateurs d'œuvres d'esprit et d'art, producteurs agricoles, transformateurs de tous les âges ont mis la main à la pâte afin que cette deuxième édition du mois du consommant local soit une réussite. Pour l'ambassadrice du consommant local, Lorraine Adjanou, il est important d'attirer l'attention de la jeunesse et du monde sur les produits made in Bénin. On est appelé à pouvoir motiver. Pour moi, en ma qualité de jeune influenceuse, je peux utiliser la notoriété que j'ai pour emmener les jeunes comme moi à pouvoir prendre conscience des valeurs qu'on a ici, des variétés. Parce que quand on ne peut parler de développement sans parler de la consommation locale. Plusieurs événements tels que la Journée mondiale du coton ont marqué le mois du consommant local. Pour la ministre Shadia Alimatou Assouma, c'est un concept qui est en marche. Le mois du consommant local, ce n'est pas qu'un mois, c'est un concept qui est en marche. Ce mois a été aussi marqué par non seulement la Journée mondiale du coton, mais aussi et surtout par la promotion des producteurs à travers des expositions tournantes dans les supermarchés. Je remercie donc les partenaires, des food truck tours dans les établissements d'enseignement secondaire où les enfants ont été vraiment enchantés, des expositions d'innovation et présentation des recettes locales. Donc, l'ensemble de ces activités ont meublé cette deuxième édition du mois du consommant local et qui permet à chacun et à tous de se familiariser avec nos richesses nationales et de commencer à guérir de nos habitudes de consommation trop extraverties. Moment propice pour mettre en lumière les forces de la production locale, la dynamique du circuit de distribution et les mesures régaliennes en matière de sécurité sanitaire des produits locaux.
Parlons à présent de la dégradation de certaines voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Le tronçon à Kassato-Mississento en est un exemple où les usagers sont contraints de circuler tout en évitant les trous situés sur ces voies. Clémence Tonoucoin pour le reportage. Côtoyer les trous situés sur la voie à Kassato-Mississento à hauteur du marché semble devenir une habitude pour les usagers de cette voie. Pourtant, cet état de la voie est un piège à hommes pour les non-habitués de ce tronçon. Les risques d'accident à ce niveau sont plus grands dès la tombée de la nuit. J'ai même vécu cette situation puisque je suis nouvellement venu dans la zone. Donc je ne savais pas, j'ai quitté le travail et en rentrant, je ne savais pas, il y avait une voiture qui avait serré de l'autre côté de la voie. Donc moi je ne savais pas, moi je voulais juste faire un dépassement et j'ai clignoté. Le temps de sortir de la voie, j'ai pris le tour et j'ai éclaté mon pneu arrière. Ceux qui ne maîtrisent pas la voie, surtout la nuit, ça crée tellement d'accidents, il y a tellement de trous sur la voie. Ces trous-là causent beaucoup d'accidents et il y a des véhicules qui entrent dedans à tout moment et moi je vois que ça cause beaucoup de dangers, des morts un peu partout pour la population. Les populations fatiguées de vivre au quotidien ce calvaire, appellent les autorités à penser à la réparation de cette voie. Je fais appel aux maires et tous ceux qui sont en charge de la circulation de venir aider la population afin que la circulation puisse être libre. Mon souhait est que les autorités viennent au secours de la population pour que ces accidents, ces dangers puissent être et ils puissent mettre fin à ces dangers qui causent la mort des populations en essayant de fermer ces trous pour la bonne circulation de la population. L'État n'a qu'à essayer de penser à la voie et réparer ça pour la population. En dehors de ce tronçon, plusieurs autres voies de la commune d'Abomey-Calavi se trouvent dans le même état. Hors du Bénin, grosse crise diplomatique entre le Liban et les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite juge inutile de traiter avec Beyrouth tant qu'il est dominé par le Hezbollah pro-iranien. Des déclarations qui font suite plutôt aux propos du ministre libanais de l'Information sur le rôle de l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen qui avait entraîné le rappel par Riyad de son ambassadeur, une crise qui divise davantage le pays politique libanais. Reportage. Oui, Georges, la guerre au Yémen est absurde. Voilà ce que les habitants de la capitale yéménite peuvent lire au-dessus des portraits de Georges Cordaï, affichés dans les rues de Sanaa. Le ministre libanais de l'Information, élevé au rang de héros par les Houthis. Ce que le ministre libanais de l'Information a fait, c'est dire la vérité contre le mensonge, et il mérite donc d'être élevé au-dessus de nos têtes. En cause, les propos tenus par l'ancien présentateur vedette sur la guerre au Yémen, dans une émission télévisée diffusée lundi dernier au Liban. Émission dans laquelle il qualifie d'absurde l'intervention de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite, affirmant que les forces Houthis se défendaient, je cite, face à une agression extérieure. Réaction immédiate de Riyad, qui décide de rappeler son ambassadeur au Liban, demande le départ du royaume de l'ambassadeur libanais et annonce l'arrêt de toutes les importations en provenance de Beyrouth. Le gouvernement du royaume regrette que les relations avec la République libanaise en soient arrivées là, en raison de l'ignorance des faits par les autorités libanaises et de leur incapacité persistante à prendre les mesures nécessaires pour entretenir les relations avec le royaume. Une décision imitée quelques heures plus tard par les voisins et alliés de l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis. Face à la situation, le Premier ministre libanais Najib Mikati a tenu à réaffirmer son respect pour le roi saoudien et son prince héritier, rappelant que les propos du ministre de l'Information ne reflétaient en aucun cas la position du gouvernement libanais. Un gouvernement soucieux de bonnes relations avec Riyad, dans l'espoir d'une aide financière des pays du Golfe, pour relancer une économie exsangue. Mais dimanche, Georges Cordaï a de son côté balayé d'un revers de main la question de sa démission, arguant que ses propos reflétaient son opinion personnelle avant sa nomination au poste de ministre, l'émission datant en réalité du 5 août dernier, soit plus d'un mois avant qu'il ne soit nommé ministre de l'Information.
Une crise diplomatique, symbole supplémentaire des divisions politiques au pays du Cèdre. Vendredi, des dizaines de Libanais pro-saoudiens ont manifesté devant l'ambassade du Royaume à Beyrouth. Nous sommes contre les gouvernements qui attaquent le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Dieu est avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous sommes avec les pays qui nous aident et se tiennent à nos côtés. Nous avons dit dans le passé merci au Qatar et maintenant et plus tard, nous remercierons l'Arabie Saoudite. Le parti chiite libanais Hezbollah, soutenu notamment par l'Iran, a salué les déclarations du ministre de l'Information sur le Yémen. Un parti accusé par l'Arabie Saoudite d'entraîner et de soutenir les forces houthis impliquées dans une guerre contre les forces gouvernementales yéménites depuis 2014. Après Rome et le G20, c'est au tour de Glasgow d'accueillir de nombreux dirigeants mondiaux pour la COP26, une réunion de 2 semaines considérée comme cruciale pour l'avenir de l'humanité. 6 ans après la COP21 et la signature d'accords de Paris, elle doit permettre de dresser un premier bilan de ce test fondamental et accélérer les efforts contre le réchauffement climatique dont les effets se font de plus en plus ressentir. Et si Glasgow échoue, tout échoue, a prévenu Boris Johnson, Premier ministre britannique, hôte de la conférence. Christiana Figueres, ancienne responsable de la lutte contre le changement climatique à l'ONU, se veut tout de même optimiste. Écoutez. Ce ne sera pas un échec. Il faut comprendre qu'agir sur le changement climatique n'est pas quelque chose seulement pour aujourd'hui. C'est en fait un engagement que nous prenons pour le reste de notre vie. Je ne pense pas que nous garantirons 1,5 degré Celsius à la fin de cette COP. Il ne semble pas non plus que nous allons atteindre les 100 milliards de dollars de financement, mais je ne considère pas cela comme un échec. J'estime que cela fait le point sur où nous en sommes aujourd'hui, ce qui est nettement mieux que là où nous étions à Paris il y a 6 ans. Et avant de s'envoler, donc pour l'Écosse, Emmanuel Macron et les dirigeants des grandes puissances mondiales ont passé le week-end à Rome où ils ont participé à la 16e édition du G20, un sommet qui a permis bien sûr quelques avancées. Les détails dans ce reportage. L'image pourrait faire sourire, mais les dirigeants du G20 n'étaient pas venus en touriste pour ce week-end à Rome. Tous devaient trouver un consensus sur plusieurs sujets, notamment sur la taxation des multinationales. Après un accord trouvé le 1er juillet dernier, les chefs d'État ont donné leur feu vert à la réforme qui prévoit de les taxer au minimum à 15%. L'impôt devrait être mis en place dès 2023 et devrait rapporter 150 milliards de dollars de recettes par an. Un accord historique pour Joe Biden. Je suis fier que le G20 ait approuvé l'impôt minimum mondial. C'est une victoire incroyable pour tous nos pays. Au lieu que les nations se fassent concurrence pour attirer les investissements en abaissant les taux d'imposition des sociétés, cet impôt minimum a été fixé à 15% afin de garantir que les grandes entreprises commencent à payer leur juste part, quel que soit l'endroit où elles ont leur siège, au lieu de cacher leurs bénéfices à l'étranger. Point majeur du sommet, le climat. À quelques heures du début de la COP26, les dirigeants du G20 ont réaffirmé leur volonté de respecter l'objectif de l'accord de Paris en 2015. Une hausse des températures d'1,5 degré en moyenne a été donnée par les 20 pays, qui représentent 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour y parvenir, le sommet a fixé la date de la neutralité carbone pour 2050 ou 2060 et ont décidé de mettre fin aux subventions pour les nouveaux projets de centrales au charbon. Nous avons tous acté et dit clairement que l'ambition des 1,5 degré d'augmentation devait être réitérée. Et donc tous ceux qui voulaient oublier cet objectif sombraient en quelque sorte dans la fatalité des 2 degrés, n'ont pas eu raison de nos débats. Le G20 doit justement donner des orientations et donner une impulsion en toute transparence. Et ces règles doivent s'appuyer sur la reconnaissance mutuelle des modèles technologiques qui ont été recherchés pour la réduction des effets de serre. Il s'agit donc de cette lutte complexe et généralisée contre le réchauffement climatique qui doit se faire tout en assurant une croissance économique et une amélioration du niveau de vie de la population. Acteur incontournable de l'année 2021, le Covid-19 a également été abordé.
Les 20 dirigeants se sont mis d'accord pour envoyer des aides aux pays les plus pauvres, notamment au niveau de la vaccination. Nous sommes très proches d'atteindre l'objectif de l'OMS de vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de 2021. Maintenant, nous devons faire ce que nous pouvons pour atteindre les 70% d'ici la mi-2022. Pour y parvenir, 100 milliards de dollars sur un montant global de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux émis par le FMI seront envoyés à ces pays en difficulté. On part aux États-Unis où la Cour suprême doit statuer sur un test venu du Texas visant à limiter l'avortement. Une loi controversée, considérée comme liberticide et critiquée par les défenseurs de liberté, mais aussi par l'administration Biden. Et selon l'un des principaux regroupements de planification familiale, 36 millions de femmes perdraient le droit d'avorter dans une vingtaine d'États américains. Suivez le reportage. Ils s'étaient réunis le 2 octobre dernier dans les plus grandes villes des États-Unis. Mères, filles, adultes et adolescents, époux, frères ou encore amis, tous défenseurs d'un droit qu'ils considèrent comme immuable depuis 1973. J'ai 20 ans et si je ne suis pas prête à avoir un enfant et que je ne peux pas subvenir aux besoins d'un enfant financièrement, que je ne peux d'aucune façon aider cet enfant et être là pour cet enfant, pourquoi mettre cet enfant au monde si je ne peux pas être là pour lui ? Les avortements continueront, qu'ils soient protégés par la loi ou non. S'ils sont légaux, ils sont sûrs et ils sont rares. Nous en avons besoin. Il est important pour nous toutes de continuer à nous battre pour nos droits, car il s'agit de notre corps. C'est ridicule. La comédienne et actrice Amy Schumer, venue protester contre l'adoption de lois conservatrices ces dernières semaines par plusieurs États américains, loi limitant l'accès à l'avortement. Et dans le viseur notamment des manifestants, l'État du Texas qui interdit depuis le 1er septembre toute femme d'avorter, même en cas d'inceste ou de viol, dès lors que les battements des embryons sont détectés, soit environ 6 semaines de grossesse. Depuis 2 mois, le texte est ainsi passé par le bureau d'un tribunal fédéral, de celui du président des États-Unis, mais également de ceux des juges de la Cour suprême. La Cour suprême aujourd'hui n'a pas bloqué la loi texane sur l'avortement. Elle l'a laissée en place pour le moment, mais elle a accepté d'entendre les arguments dans cette affaire de manière très accélérée le 1er novembre. Cette loi est différente parce que la façon dont elle est appliquée est différente. Plutôt que de demander aux fonctionnaires de l'État d'appliquer la loi, le Texas autorise les particuliers à intenter des procès pour faire appliquer la loi. Et en faisant cela, il a jusqu'à présent évité une révision dans un tribunal fédéral. Un dispositif qui permettrait donc de dénoncer individus et cliniques afin de recevoir un dédommagement de plus de 8 500 €, 10 000 $ en cas de condamnation. Selon une étude de l'Université du Texas, le nombre d'avortements a diminué de moitié sur la même période 1 an plus tôt. Ce 1er novembre, le projet de loi est donc de nouveau dans les mains des 9 juges de la plus haute juridiction du pays. Un vote qui pourrait faire jurisprudence ou pas en décembre prochain pour une affaire similaire dans l'État du Mississippi qui interdit d'avorter après 15 semaines de grossesse. C'est tout, mesdames, messieurs, pour ce point de l'actualité. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et donc sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir.